connaît deux grands types d'écriture, celle qui retrace le sens des mots, celle qui analyse et restitue les sons. Entre elles, il y a un partage rigoureux. Soit qu'on admette que la seconde a prise chez certains peuples la relève de la première à la suite d'un véritable coup de génie, soit qu'on admette tant elles sont différentes l'une de l'autre, qu'elles sont apparues à peu près simultanément, la première chez les peuples dessinateurs, la seconde chez les peuples chanteurs. Représenter graphiquement l'essence des mots, c'est à l'origine faire le dessin exact de la chose qu'il dessine. À vrai dire, c'est à peine une écriture. Tout au plus une reproduction picturale grâce à quoi on ne peut guère transcrire que les récits les plus concrets. Selon Warburton, les Mexicains ne connaissaient guère que ce procédé. L'écriture véritable a commencé lorsqu'on s'est mis à représenter non plus la chose elle-même, mais un des éléments qui la constituent. Ou bien une des circonstances habituelles qui la marquent, ou bien encore une autre chose à quoi elle ressemble. De la trois techniques, l'écriture choréologique des Égyptiennes, la plus grossière, qui utilise la principale circonstance d'un sujet pour tenir lieu de tout. Un arc pour une bataille, une échelle pour le siège de cité. Puis les hiéroglyphes tropiques, un peu plus perfectionnés qui utilisant une circonstance remarquable, puisque Dieu est tout puissant. Il sait tout et il peut surveiller les hommes. On le représentera par un œil. Enfin, l'écriture symbolique qui se sert de ressemblance plus ou moins cachée. Le soleil qui se lève est figuré par la tête d'un
crocodile dont les yeux ronds affleurant juste à la surface de l'eau. On reconnaît là les trois grandes figures de la rhétorique, synecdoque, métonymie, catachèse. Et c'est en suivant la nervure qu'elle prescrivant que ces langages doublés d'une écriture symbolique vont pouvoir évoluer. Ils se chargeant peu à peu de pouvoir poétique. Les premières nominations devenant le point de départ de longues métaphores. Celles-ci se compliquant progressivement et sont bientôt si loin de leur point d'origine qu'il devient difficile de le retrouver. Ainsi naissent les superstitions qui laissent croire que le soleil est un crocodile ou Dieu un grand œil qui surveille le monde. Ainsi naissent également les savoirs ésotériques chez ceux, les prêtres, qui se transmettant de génération en génération des métaphores. Ainsi naissent les allégories du discours. Si fréquentes dans les littératures les plus archaïques. Et aussi cette illusion que le savoir consiste à connaître les ressemblances. Mais l'histoire du langage doté d'une écriture figurée est vite arrêtée. C'est qu'il n'est guère possible d'y accomplir des progrès. Les signes ne se multipliant pas avec l'analyse méticuleuse des représentations, mais avec les analogies les plus lointaines, de sorte que c'est l'imagination des peuples qui est favorisée, plus que leur réflexion. La crédulité, non la science. De plus, la connaissance nécessite de apprentissage. Celui des mots d'abord, comme pour tous les langages. Celui des sigles ensuite qui n'ont pas de rapport avec la prononciation des mots. Une vie humaine n'est pas trop longue pour cette double éducation. Et si on a de surcroît le loisir de faire quelques découvertes,
on ne dispose pas de signes pour la transmettre. Inversement, un signe transmis, puisqu'il n'entretient pas de rapport intrinsèque avec le mot qu'il figure, demeure toujours douteux. D'âge en âge, on ne peut jamais être sûr que le même son habite la même figure. Les nouveautés sont donc impossibles et les traditions compromises. Si bien que le seul souci des savants est de garder un respect superstitieux pour les lumières reçues des ancêtres et pour les institutions qui en gardent l'héritage. Il s'entend que tout changement dans les mœurs en apport dans la langue et que tout changement dans la langue confonde et anéantit toute leur science. Quand un peuple ne possède qu'une écriture figurée, sa politique doit exclure l'histoire, ou du moins toute histoire qui ne serait pas pure et simple conservation. C'est là, dans ce rapport de l'espace au langage, que se situe, selon Volney, l'essentielle différence entre l'Orient et l'Occident, comme si la disposition spatiale du langage prescrivait la loi du temps, comme si leur langue ne venait pas aux hommes à travers l'histoire, mais qu'inversement, ils n'accédaient à l'histoire qu'à travers le système de leurs signes. C'est dans ce nœud de la représentation des mots et de l'espace, les mots représentant l'espace de la représentation et se représentant à leur tour dans le temps, que se forme silencieusement le destin des peuples. Avec l'écriture alphabétique, en effet, l'histoire des hommes change entièrement. Ils transcrivant dans l'espace non pas leurs idées mais les sons, et de ceux-ci ils extrayant les éléments communs pour former un petit nombre de signes uniques dont la combinaison permettra de former toutes les syllabes et tous les mots possibles. Alors que l'écriture symbolique, en voulant spatialiser les représentations elles-mêmes,
suit la loi confuse des similitudes. On fait glisser le langage hors des formes de la pensée réfléchie. L'écriture alphabétique, en renonçant à dessiner la représentation, transpose dans l'analyse des sons les règles qui valent pour la raison elle-même. Si bien que les lettres en bleu ne pas représenter des idées. Elles se combinent entre elles comme les idées. Et les idées se nuant et se dénouant comme les lettres de l'alphabet. La rupture de parallélisme exact entre représentation et graphisme permet de loger la totalité du langage, même écrit, dans le domaine général de l'analyse, et d'appuyer l'une sur l'autre le progrès de l'écriture et celui de la pensée. Les mêmes signes graphiques pourront décomposer tous les mots nouveaux et transmettre sans crainte d'oubli chaque découvert, desquels aura été faite. On pourra se servir du même alphabet pour transcrire différentes langues et faire passer ainsi à un peuple les idées d'un autre. L'apprentissage de cet alphabet étant très facile à cause du tout petit nombre de ces éléments, chacun pourra consacrer à la réflexion et à l'analyse des idées le temps que les autres peuples gaspillent à apprendre les lettres. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur du langage, très exactement en cette pliure des mots où l'analyse et l'espace se rejoignent, n'est la possibilité première mais indéfinie du progrès. On s'enracine. Le progrès tel qu'il est défini au XVIIIe siècle n'est pas un mouvement intérieur à l'histoire. Il est le résultat d'un rapport fondamental de l'espace et du langage. Les signes arbitraires du langage et de l'écriture donnant aux hommes le moyen de s'assurer à la possession de leurs idées et de les communiquer aux autres, ainsi qu'un héritage toujours augmenté des découvertes de chaque siècle. Et le genre humain, considéré depuis son origine, paraît aux yeux d'un philosophe un tout immense qui lui-même.
a comme chaque individu son enfance et ses progrès. Le langage donne à la perpétuelle rupture de temps la continuité de l'espace. Et c'est dans la mesure où il analyse, articule et découpe la représentation qu'il a le pouvoir de lier à travers le temps la connaissance des choses. Avec le langage, la monotonie confuse de l'espace se fragmente, tandis que s'unifie la diversité des successions. Il reste cependant un dernier problème, car l'écriture est bien le support et la gardienne toujours éveillée de ces analyses progressivement plus fines. Elle n'en est pas le principe, ni le mouvement premier. Celui-ci, c'est un glissement commun à l'attention, aux signes et aux mots. Dans une représentation, l'esprit peut s'attacher et attacher un signe verbal à un élément qui en fait partie, à une circonstance qui l'accompagne, à une autre chose absente qui lui est semblable et revient à cause d'elle à la mémoire. C'est bien, ainsi que le langage s'est développé et petit à petit a poursuivi à dérive à partir des désignations premières. À l'origine, tout avait un nom propre ou singulier, puis le nom s'est attaché à un seul élément de quelque chose et s'est appliqué à tous les autres individus qui le contenaient également. Ce n'est plus tel chêne qu'on a nommé arbre, mais tout ce qui contenait au moins tronc et branches. Le nom s'est aussi attaché à une circonstance marquante. La nuit a désigné non pas la fin de ce jour-ci, mais le tranche d'obscurité qui sépare tous les couchers du soleil de toutes les aurores. Il s'est attaché enfin à des analogies. On a appelé fil tout ce qui était mince et lisse comme une feuille d'arbre. L'analyse progressive et l'articulation plus poussée du langage qui permettent de donner un seul nom à plusieurs choses se sont faites en suivant le fil de ces figures fondamentales que la rhétorique connaît bien. Synecdoque, métonymie et catachèse,
ou métaphore si l'analogie est moins immédiatement sensible. C'est qu'elles ne sont point l'effet d'un raffinement de style. Elles trahissent, au contraire, la mobilité propre à tout langage dès qu'il est spontané. Il se fait plus de figure un jour de marché, à la halle qu'ils se sont faites en plusieurs jours d'assemblée académique. Il est bien probable que cette mobilité était même beaucoup plus grande à l'origine que maintenant. De nos jours, l'analyse est si fine, le quadrillage si serré, les rapports de coordination et de subordination si bien établis, que les mots n'ont guère l'occasion de bouger de leur place. Mais au commencement de l'humanité, quand les mots étaient rares, que les représentations étaient encore confuses et mal analysées, que les passions les modifiant ou les fondant ensemble, les mots avaient un grand pouvoir de déplacement. On peut même dire que les mots ont été figurés avant d'être propres. C'est-à-dire qu'ils avaient à peine leur statut de nom singulier qu'ils s'étaient déjà répandus sur les représentations par la force d'une rhétorique spontanée. Comme le dit Rousseau, on a sans doute parlé de géants avant de désigner des hommes. On a d'abord désigné les bateaux par leur voile et l'âme, la psyché, recrute primitivement la figure d'un papillon. Si bien qu'au fond du langage parlé comme de l'écriture, ce qu'on découvre, c'est l'espace rhétorique des mots, cette liberté du signe de venir s'opposer. Selon l'analyse de la représentation sur un élément interne, sur un point de son voisinage, sur une figure analogue. Et si les langues ont la diversité que nous constatons, si à partir de désignations primitives qui ont sans doute été communes à cause de l'universalité de la nature humaine, elles n'ont cessé de se déployer selon des formes différentes. Si elles ont chacune leur histoire, leur mode, leur habitude, leur oubli, c'est parce que les mots ont leur lieu, non dans le temps, mais dans un espace où ils peuvent trouver leur site
originaire, se déplacer, se retourner sur eux-mêmes et déployer lentement toute une courbe, un espace tropologique. Et on rejoint ainsi cela même qui avait servi de point de départ à la réflexion sur le langage. Parmi tous les signes, un langage avait la propriété d'être successif, non parce qu'il aurait appartenu lui-même à une chronologie, mais parce qu'il étalait en sonorité successive le simultané de la représentation. Mais cette succession qui analyse, en fait, apparaître les uns après les autres des éléments discontinus parcourt l'espace que la représentation offre au regard de l'esprit. Si bien que le langage ne fait que mettre dans un ordre linéaire les dispersions représentées. La proposition déroule et fait entendre la figure que la rhétorique rend sensible au regard. Sans cet espace tropologique, le langage ne serait pas formé de tous ces noms communs qui permettent d'établir un rapport d'attribution. Et sans cette analyse des mots, les figures seraient restées muettes, instantanées et apparues dans l'incandescence de l'instant. Elles seraient tombées aussitôt dans une nuit où il n'y a même pas de temps. Depuis la théorie de la proposition jusqu'à celle de la dérivation, toute la réflexion classique du langage, tout ce qui s'est appelé la grammaire générale, n'est que la commentaire serré de cette simple phrase. Le langage analyse. C'est là quoi basculer au XVIIe siècle. Toute l'expérience occidentale du langage, elle qui avait toujours cru jusqu'alors que le langage parlait.